Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Ce matin, nous allons parler de la dépendance et du soin des personnes âgées. Le vieillissement de la population est l'un des défis de notre société. En 2050, la France comptera 4,8 millions de personnes âgées de plus de 85 ans. Pour faire face à ce défi, le gouvernement prépare un projet de loi dépendance qui sera dévoilé à la fin de l'année. Un rapport sur le sujet a été remis à la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, par Dominique Libault, le président du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Et justement, les sénateurs ont auditionné hier Dominique Libault, qui leur a présenté ses propositions pour financer la protection contre la dépendance. Je vous laisse écouter cette audition. Bien, mes chers collègues, donc, mesdames, messieurs, donc nous avons le plaisir d'entendre cet après-midi Monsieur Dominique Libault pour une présentation des conclusions de la concertation Grand Âge et Autonomie. Je rappelle que cette audition, Monsieur Libault, fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et consultable en vidéo sur demande. La concertation Grand Âge et Autonomie a été lancée par le gouvernement, vous vous en souvenez, le 1er octobre 2018 et les conclusions ont été rendues donc le 28 mars dernier. Au cours de ces 6 mois, le contexte a changé de façon radicale. Une première fois déjà, la crise de 2008 a stoppé net, à l'époque, tu te souviens Gérard, les ambitions du gouvernement d'alors sur la prise en charge de la dépendance. Il est à craindre, mais vous nous rassurerez peut-être, que la crise des Gilets jaunes n'ait raison de la relance de ce dossier par l'actuel gouvernement. Nous sommes notamment passés, au cours de ces 6 derniers mois, d'une relative embellie des comptes sociaux à un retour dramatique des déficits, mais surtout l'injonction contradictoire de la baisse des impôts et de l'augmentation des dépenses publiques interroge en profondeur la notion même de solidarité que l'on imagine dès lors plus volontiers pour soi-même que pour les autres. En dehors des solutions faciles comme la lutte contre la fraude ou la taxation des riches, particuliers ou entreprises, l'équation budgétaire apparaît à bien des égards insoluble. Dans ce contexte, la prise en charge des besoins des personnes âgées dépendantes dans notre pays est certainement devenue une question beaucoup plus complexe, bien que tous s'accordent sur l'objectif. Nous disposons, Monsieur Libault, d'une petite heure avant les questions au gouvernement et je vous donne immédiatement la parole, sachant que hier, en commission des affaires sociales, nous avons bénéficié du rapport de Madame Meunier et de Monsieur Bonne sur la même question que la question qui vous a été posée par le gouvernement. Je vous laisse la parole. L'autre. Voilà. Allez-y. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de m'inviter à présenter les conclusions de ce rapport. Comme nous avons 1 heure, je vais essayer de le faire en une trentaine de minutes à peu près, pour laisser le temps à des échanges. Et n'hésitez pas à me dire si je dépasse le temps, parce que comme ce rapport est assez dense, je peux effectivement avoir tendance à dépasser un tout petit peu. Que dire? D'abord, effectivement, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est le rapport qui est le fruit d'une concertation. Donc, c'est pas un rapport solitaire, c'est pas un rapport d'experts, c'est un rapport qui est donc le retour d'une concertation qui s'est traduite par des ateliers au niveau national, 10 ateliers sur la gouvernance et le pilotage, la prévention, les aidants, le reste à charge, le panier de biens et services, l'offre de demain, l'hôpital et les personnes âgées, les métiers, les nouveaux financements, le parcours des personnes âgées, le cadre de vie et l'inclusion sociale. Je cite ces titres parce qu'il dès le départ, il montre qu'il y a une vision un peu panoramique du sujet qui a été souhaitée sur ce rapport, sur l'ensemble du sujet grand âge. Donc 10 ateliers, 5 forums régionaux, une participation citoyenne avec 416 000 participants et des focus group qui ont permis notamment de recueillir la parole de personnes âgées, d'aidants, et de professionnels. Vous retrouverez dans le rapport certains verbatim de ces personnes qui sont souvent très parlants, voire très touchants. Voilà. Ce rapport, évidemment, il
part de constats sur lesquels je serai bref parce qu'on les connaît tous et je pense qu'évidemment nous sommes tous en convergence et c'est d'ailleurs ça ce qu'a montré la concertation, la forte convergence sur ces constats. Bon, bien sûr, rappeler, on le sait tous, mais il faut toujours le rappeler que nous avons un défi démographique extrêmement important devant nous, 4,8 millions de personnes de plus de 85 ans en 2050, soit une multiplication par 3,2 par rapport à la situation actuelle. Vraisemblablement, on passerait de 1,2 million de personnes en perte d'autonomie à 2,2 millions. Donc, même si, bien sûr, il y a des incertitudes liées notamment à l'importance et l'intensité de la politique de prévention, on y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut resituer, vous avez commencé à parler des questions financières, Monsieur le Président, ces masses financières par rapport à l'ensemble des dépenses publiques et dépenses de protection sociale. Dans le compte de la dépendance, on estime à environ 30 milliards d'euros les dépenses aujourd'hui consacrées en France à la perte d'autonomie. Et la dépense publique sur ces 30 milliards atteint donc 23,7 milliards d'euros, soit environ 80%, ce qui équivaut à 1,2% du PIB. Je rappelle que l'ensemble des dépenses publiques de protection sociale, c'est 34,3% du PIB. Donc la perte d'autonomie pour le grand âge, c'est environ 3% aujourd'hui des dépenses publiques de protection sociale. C'est donc une masse financière non négligeable, mais qui est quand même relativement faible par rapport aux grandes masses que représentent par exemple la retraite ou la santé. Suite à ces éléments financiers, donc aussi donc le constat de la concertation sur sur l'état des lieux. Premier point, les Français manifestent une forte inquiétude quant à la qualité de la prise en charge du grand âge aujourd'hui pour eux-mêmes demain. Aujourd'hui, la qualité apparaît inégale. Nous sommes tous conscients des cas de maltraitance qui sont révélés ici ou là et qui ne traduisent pas la généralité des formes de prise en charge, mais qui traduisent une réalité qui existe et qui coexiste avec des réalités de professionnels extrêmement engagés, d'initiatives extrêmement intéressantes sur le terrain. Et donc, la qualité, elle est hétérogène et pas toujours au rendez-vous et pas toujours transparente. Mais au-delà de ce sujet de qualité, l'inquiétude qui a été manifestée dans la concertation, c'est sur l'adéquation des formes de prise en charge aujourd'hui par rapport aux attentes, notamment lorsque les intéressés, par exemple des enfants de celles et ceux qui sont aujourd'hui pris en charge pour la perte d'autonomie, pensent à eux-mêmes. Et généralement, eh bien, l'offre actuelle ne correspond pas aux vœux des générations plus jeunes qui se projettent sur cette situation. Ce qui est reproché, et le comité scientifique qu'on avait dans la concertation le dit aussi fortement, après d'ailleurs le comité national d'éthique qui avait dit les mêmes choses, c'est des solutions qui ne respectent pas assez le libre choix de la personne, qui ne respectent pas assez le désir de la personne de continuer à vivre sa vie, et à vivre sa vie dans un certain chez-soi, d'une façon ou d'une autre, et dans un certain chez-soi qui la met aussi en relation avec les autres, donc tout ce qui est l'inclusion, la citoyenneté de la personne, qui n'est pas suffisamment mis en valeur aujourd'hui dans les formes de prise en charge que l'on propose. D'une certaine manière, on pourrait dire, dans certains cas, il y a le choix entre l'isolement chez soi ou l'isolement avec d'autres personnes âgées dans des établissements souvent éloignés de la vie, de la cité des autres. Et cela n'apparaît pas aujourd'hui ce qui est le plus souhaitable. Et donc il y a un désir très fort de changer la forme de prise en charge du grand âge. Deuxième constat, un besoin urgent et prioritaire de revalorisation des métiers du grand âge. Moi, ce qui m'a le plus frappé, peut-être dans la concertation, en écoutant les uns et les autres, parce que mon rôle était avant tout de recueillir la parole et des uns et des autres, c'est que ce soit les acteurs du domicile ou les acteurs de la prise en charge en établissement, ils signalent tous la difficulté de recruter, la difficulté de fidéliser, les problèmes qu'ils ont pour maintenir les effectifs à hauteur, quelquefois des refus de prise en charge pour des associations à domicile parce qu'ils ne peuvent pas faire face aux demandes, des difficultés de recrutement.
Tout ceci couplé, comme vous le savez, dans un certain établissement, et attention aux généralisations, mais quand même, rapidement, dans certains établissements, et quand on le voit en mode statistique, on voit un fort absentéisme, on voit un taux d'accident de travail, maladie professionnelle très élevé, on voit des conditions de travail difficiles, et donc le risque, c'est absentéisme, difficulté, conditions de travail vécues comme pénibles, peu d'attractivité, médiatisation de choses qui vont mal, égale évidemment cercle vicieux, et difficulté à trouver du monde. Alors je l'ai redit, nous allons avoir de très forts besoins dans les années à venir, compte tenu de la poussée démographique et du très grand âge. Donc ça, c'est vraiment inquiétant. Les écoles d'aides-soignants ne font plus le plein. Et dans les écoles d'aides-soignants, c'est pas forcément du tout le grand âge qui va être priorisé par les jeunes qui font ces études. Voilà, donc on peut souhaiter beaucoup de choses dans la concertation et on a beaucoup de propositions, mais je le redis, si on ne fait pas cet effort sur les métiers du grand âge, notamment aide-soignant, auxiliaire de vie, on ne pourra pas faire le reste. On ne pourra pas faire la qualité, on ne pourra pas faire le soutien aux aidants, on ne pourra pas proposer une nouvelle offre. Et en même temps, on va le dire, c'est aussi un cercle vertueux. C'est aussi parce qu'on va proposer une forme de prise en charge beaucoup plus intéressante, beaucoup plus de la stimulation de l'autonomie que la gestion de la dépendance, autre chose que des actes purement techniques, qu'on va aussi retrouver d'attractivité à ces métiers. Donc c'est ce nouveau cercle vertueux qu'il va falloir recréer dans cette nouvelle prise en charge du grand âge en France. Troisième constat, le reste à charge, très rapidement. Alors, en disant rapidement, on peut dire qu'il est à peu près maîtrisé à domicile. Il y a quand même eu des efforts importants dans les lois récentes. Et il reste important en établissement, comme tout le monde le sait, 1 850 € en moyenne à la charge des personnes, donc ce qui excède pour 3/4 des personnes le montant de la retraite qu'ils touchent. Donc trop peu corrélé aux capacités contributives des personnes. Voilà, c'est un constat évidemment qui est ressorti de la concertation. Quatrième constat, une demande générale de simplification à la fois des prestations, mais aussi du parcours. Pour beaucoup, être confronté à la perte d'autonomie, c'est commencer un parcours de combattant. C'est non pas qu'il n'y ait pas beaucoup d'offres sur un territoire, il y a beaucoup d'offres, mais elles sont souvent illisibles et trop souvent, il y a ce problème de dichotomie entre tout ce qui est du côté sanitaire et tout ce qui est du côté social. Et donc, on retrouve malheureusement, enfin un peu les inconvénients de notre gestion historique un petit peu séparée du sanitaire et du social, et donc trop souvent une difficulté à appréhender ce qui est proposé, et donc une forme de parcours du combattant. Si vous lisez les baromètres des aidants, par exemple, c'est une demande vraiment extrêmement forte. Et ensuite, eh bien, il y a une logique de continuité dans le parcours et de coordination, et de dire que c'est pas forcément à la personne elle-même ou à l'aidant d'assumer la charge de coordination des intervenants. Lorsqu'on est en perte d'autonomie à domicile, et bien évidemment la concertation a plaidé pour le maintien à l'autonomie plus fort, comme beaucoup de lois, mais vous le savez que malgré tout on a une institutionnalisation assez forte en France, donc on n'arrive pas totalement à concrétiser ce choix qui est évidemment préférentiel du maintien à domicile. Eh bien on est souvent confronté à ces risques de discontinuité, ces risques de ce manque de coordination des acteurs, de ces nombreux acteurs qui sont amenés à intervenir auprès de la personne. Il y a des expérimentations extrêmement intéressantes sur ces sujets, notamment par exemple le parcours de personnes âgées en risque de perte d'autonomie, que je connais bien, mais il y en a d'autres, mais ça reste des expérimentations et trop souvent c'est une offre en silo. L'hétérogénéité de l'offre, enfin, à domicile comme en établissement, je l'ai déjà évoqué. La prévention de la perte d'autonomie n'est pas suffisamment investie. Nous avons de bons résultats, vous le savez, enfin, tout à fait correct, en espérance de vie, donc tout court, hein, pour les femmes et les hommes, même si elles stagnent depuis quelques années en France, mais nous avons des résultats médiocres en espérance de vie en bonne santé, notamment par rapport aux pays d'Europe du Nord, et comme par hasard, c'est des pays qui investissent très fortement la prévention à tous les âges de la vie. La nécessité de soutenir et de renforcer les solidarités de proximité autour de la personne âgée, à commencer par l'appui aux aidants. Bien sûr, l'État, la puissance publique, les collectivités,
ont un rôle à jouer. Cela ne doit pas faire oublier le rôle de l'ensemble des solidarités de proximité, de l'ensemble de la société. L'État ne peut pas tout faire, la collectivité non plus. La lutte contre l'isolement, c'est pas quelque chose qui relève exclusivement des pouvoirs publics. Ils peuvent en revanche l'encourager, ils peuvent faire en sorte que ça se développe, mais notre pays a sans doute besoin de retrouver plus. Là encore, il y a des expérimentations intéressantes, mais une généralisation de ces solidarités de proximité pour que la personne âgée soit toujours dans la société et effectivement puisse compter sur ces solidarités de proximité. Et donc, in fine, intégrer les besoins des personnes âgées dans le cadre de vie. L'approche du rapport n'est pas uniquement médico-sociale. La personne âgée, toutes les personnes âgées ne sont pas en perte d'autonomie, faut-il le rappeler, mais de toute façon, il y a la demande de penser demain le grand âge dans l'ensemble de la vie, de la cité, à travers les sujets du transport, les sujets du logement, les sujets d'accès aux services publics, les sujets d'accès aux loisirs, etc. Et donc, un regard global sur la personne âgée, et aussi le rapport avec les autres, évidemment. Et tout ceci nous amène à dire, de façon évidente, que la demande, c'est de changer le regard sur le grand âge et que c'est un sujet qui est sociétal, qui nous interpelle tous et pas seulement l'État. Alors, d'ailleurs, donc c'est le préalable que l'on met dans le rapport. J'en viens un peu aux grandes propositions. Donc, changer le regard sur la personne âgée, affirmer sa citoyenneté pleine et entière. Donc, il y a un certain nombre de propositions pour favoriser ce changement du regard sur le grand âge en sensibilisant les jeunes à l'école, dès l'école, sur ces sujets. Par exemple, on a dans la concertation imaginé une journée de l'expérience qui permettrait de généraliser les échanges entre personnes âgées et jeunes ou enfants. Favoriser l'engagement citoyen, le lien intergénérationnel en mobilisant le service civique et le service national universel. Diffuser une culture de la vigilance et de l'attention dans l'ensemble des lieux accueillants du public. Je ne vais pas détailler toutes les propositions, il y en a 175 et donc ce serait beaucoup trop long et je me permets de vous renvoyer au rapport lui-même. Après ce préalable, la priorité numéro 1, c'est investir dans l'attractivité des métiers du grand âge, à domicile comme en établissement. Et nous faisons des propositions concrètes sur la montée en compétence de l'ensemble des professionnels, avec notamment une refonte des référentiels de compétences et de l'offre de formation correspondante, qui nous semble extrêmement importante. La généralisation des fonctions de responsable d'unité de vie pour les aides-soignants en établissement, c'est-à-dire qu'on pense aussi qu'il faut penser au parcours professionnel et que le fait qu'il y ait des petites unités de vie avec des cadres au-dessus des aides-soignants, c'est à la fois un gage de plus grande qualité et de plus grande continuité de la qualité, parce que je pense que c'est une des grandes difficultés auxquelles sont confrontés les établissements, c'est la continuité même de la qualité, et en même temps ça offre des débouchés à des aides-soignants, et nous proposons aussi de favoriser des qualifications professionnelles d'aides-soignantes en gériatrie, il y a un certain nombre de propositions pour professionnaliser davantage ces professions et les rendre plus attractives. Dans les propositions pour structurer la filière, il y a justement l'idée d'une logique de filière, de dire il faut construire une logique de filière, prendre ce sujet à bras-le-corps, construire un grand plan de métier et en faisant fi d'une certaine façon, en menant tout le monde en même temps, c'est-à-dire ceux qui sont dans le secteur public, ceux qui sont dans le secteur privé lucratif, ceux qui sont dans le secteur privé non lucratif, parce que c'est des règles différentes, c'est des conventions collectives différentes ou des statuts différents, et tout ceci est très épars, et donc nous proposons d'entrer dans une logique de filière, et c'est un chantier de long terme, mais à mener d'emblée. Je dis tout de suite que j'étais très heureux que la ministre, en réponse à la présentation de ce plan, dise que c'était une priorité, ce sujet de la filière. Dans les conditions de travail, nous proposons d'augmenter le taux d'encadrement en EHPAD. Donc, on sait tous que le profil des personnes accueillies en EHPAD a changé considérablement dans les dernières années, sans que changent suffisamment les conditions de travail du personnel. Et donc, nous proposons une augmentation de 25% d'ici 2024 par rapport aux dernières données disponibles de 2015.
Nous n'oublions pas le domicile, hein, et notamment la réforme du financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile nous semble très importante. Aujourd'hui, le domicile est financé uniquement à travers une rémunération horaire, c'est-à-dire que n'est considéré finalement que la prestation de face à face vis-à-vis de la personne et pas ce qu'il y a autour. Et la qualité du service à domicile, ben, c'est aussi du coaching, c'est aussi de l'accompagnement, c'est aussi du temps de dialogue avec les autres et tout ça. Et c'est pas suffisamment pris en compte dans le mode de tarification à l'heure actuelle. Donc on propose de le compléter. Hein. Notamment. Bon, il y a un certain nombre d'autres propositions pour simplifier les démarches, notamment en généralisant la télégestion. Une nouvelle prestation autonomie aussi, j'y viens tout de suite, qui est là pour favoriser le domicile, mais aussi pour favoriser le droit au répit, puisqu'aujourd'hui, dans la prestation telle qu'elle est conçue, il faut avoir saturé le plan d'aide à domicile pour pouvoir utiliser le répit. Et aujourd'hui, le répit n'est pas suffisamment utilisé. Et donc, nous proposons de distinguer les plusieurs volets de la nouvelle prestation autonomie à domicile. Une priorité 3, c'est piloter par et pour la qualité. Nous proposons de créer un fonds qualité pour les établissements et structures d'accompagnement et de soins à domicile, de promouvoir la labellisation des établissements en finançant notamment des formations qualité des équipes. Il y a des formations qualité qui sont très utiles et qui existent et qui sont peut-être pas suffisamment utilisées. Nous proposons de recueillir et publier des données fiables sur la qualité de service pour chaque établissement et de les rendre transparentes sur le portail pour les personnes âgées.gouv.fr. Nous proposons, et ça nous semble très important, de lancer un plan de rénovation des EHPAD, en particulier publics. Aujourd'hui, trop d'EHPAD publics sont encore vétustes et il est très difficile d'avoir de bonnes conditions de travail si on est dans des établissements vétustes et des bonnes conditions d'accueil. Et c'est ça aussi qui va nous permettre de travailler sur des établissements différents, une nouvelle offre. La priorité numéro 4, c'est le parcours des personnes âgées, mettre fin en silo. Et donc, il y a diverses propositions allant de la mise en place d'une maison des aînés et des aidants, une forme de guichet unique qui a été énormément demandée pour, dans chaque département, co-construit entre le département et l'ARS, social et sanitaire, l'ensemble. Ensuite, travailler à la généralisation de ce que j'appelle un parcours de droit commun, c'est-à-dire une continuité, une coordination qui soit systématique dans la prise en charge des personnes âgées sur l'ensemble du territoire. Et nous traitons aussi le sujet hôpital avec un objectif de 0 passage évitable aux urgences en organisant des vraies filières d'admission directe dans les services hospitaliers. Tout ceci a été travaillé naturellement avec la DGOS et le directeur de CHU qui était dans l'atelier. Je rappelle que dans l'atelier, il y avait les administrations d'État, donc toutes ces propositions émanent aussi d'une concertation forte entre les administrations d'État et les experts extérieurs. La priorité numéro 5, c'est une nouvelle offre pour concrétiser le libre choix de la personne. Je disais, l'offre ne satisfait pas vraiment aujourd'hui les uns et les autres, donc nous proposons un fonds d'accompagnement pour restructurer l'offre. Nous proposons un nouveau statut d'établissement territorial pour personnes âgées qui permettent de coupler le domicile et l'hébergement. Nous proposons de mieux structurer l'offre publique en encourageant les mutualisations parce qu'aujourd'hui l'offre publique est trop atomisée et alors que le secteur privé est très bien organisé, le secteur public n'est pas bien organisé, notamment pour offrir cette capacité de rénovation, il doit un peu mieux s'organiser. Et il y a l'idée vraiment derrière de décloisonner le domicile et l'établissement en offrant des possibilités de passer plus facilement de l'un à l'autre, bien sûr en généralisant les accueils de jour, les accueils de nuit, les hébergements temporaires notamment. La priorité numéro 6, c'est le reste à charge en établissement. Alors, je reviendrai à la fin, mais nous avons totalement pris en compte dans l'ensemble de ce travail aussi la situation financière globale, et on sait que tout ceci a des conséquences en termes de dépenses publiques. Je l'ai dit, le sujet des métiers nous semble tout à fait prioritaire, donc nous avons voulu cibler les propositions sur le reste à charge sur les Français modestes. Nous ne pouvons pas tout faire, enfin on ne propose pas d'aller jusqu'au bout de ce qui certains sans doute pourraient sembler souhaitable. Donc nous proposons une baisse de 300 € par mois du reste à charge pour les personnes gagnant entre 1 000 et 1 600 € par mois. Et par ailleurs, la création d'un bouclier autonomie pour la perte d'autonomie lourde, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps en EHPAD, la solidarité nationale prendrait le relais de ce qui est demandé à la personne ou aux familles pour lutter contre l'inégalité de celles et ceux qui ont un très très long temps en EHPAD. La priorité numéro 7, c'est de lutter contre l'isolement des personnes âgées et des aidants.
Ça nous semble évidemment là aussi un sujet extraordinairement important, la lutte contre l'isolement dans notre pays. La conciliation du rôle d'aidant et de la vie professionnelle, nous souhaitons qu'elle devienne un sujet obligatoire du dialogue social et un critère de responsabilité sociale des entreprises. Autant le sujet de conciliation vie professionnelle est devenu naturel pour la garde d'enfants, autant il reste un peu tabou, pas vraiment regardé lorsqu'il s'agit de s'occuper de ses parents. Ça reste très compliqué et donc ça doit devenir aussi naturel demain que les sujets de conciliation vie familiale et vie professionnelle concernant les gardes d'enfants. Nous proposons bien sûr de simplifier les démarches avec la création des maisons des aînés et des aidants, que les conférences des financeurs puissent financer des initiatives innovantes de soutien aux aidants. Nous proposons aussi d'indemniser le congé de proche aidant qui aujourd'hui n'est pas indemnisé et c'est évidemment une mesure très importante, plus ce que j'ai dit déjà sur le répit. La dernière priorité, c'est l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé en renforçant la prévention. Je l'ai dit, on n'est pas très bon, la France n'est pas très bonne sur ce sujet. Nous devons déployer une nouvelle approche de la prévention alignée sur les standards internationaux, notamment ceux de l'OMS, et qui vise à maintenir les fonctions de la personne. L'objectif n'est pas tant de lutter en tant que tel contre la fin de telle ou telle maladie, c'est plutôt maintenir les fonctions de la personne, les différentes fonctions, les fonctions cognitives, les fonctions motrices, les fonctions sensorielles, les fonctions de vitalité. Pour cela, c'est toute une stratégie de l'inscription de la prévention dans la formation initiale et continue professionnelle, au renforcement d'un pilotage national de la politique de prévention de la perte d'autonomie, la systématisation des formations des personnels, le repérage des fragilités. Le repérage de la fragilité, c'est un élément essentiel de la politique de prévention. J'en termine avec 2 points. Donc, les conditions pour tout ceci, le financement d'un nouveau risque de protection sociale. Ceci amène à considérer ce nouveau risque comme un vrai risque de protection sociale. Nous proposons pour ce faire qu'il soit inclus dans la loi de financement de la sécurité sociale qui puisse être discuté annuellement au Parlement, tout en n'étant pas assimilé dans sa gestion, bien sûr, au risque sécurité sociale classique, mais néanmoins qu'il soit reconnu et qu'il fasse l'objet d'un débat démocratique chaque année. L'évaluation financière amène à dire qu'il faudrait augmenter de 35% la part de la richesse nationale consacrée à la perte d'autonomie d'aujourd'hui à 2030. Ce qui revient à 6,1 milliards d'euros de dépenses publiques nouvelles en 2030 sur l'année, plus l'évolution démographique elle-même. C'est ça qui fait un chiffre d'environ 9 milliards quand on considère l'ensemble. Alors c'est important, c'est aussi, je le rappelle, à renvoyer par rapport au montant global des dépenses publiques de protection sociale. Ça veut dire passer de 1,2% du PIB à 1,6%. Voilà, donc c'est vous passez de, si vous voulez, de 3% des dépenses de protection sociale à 4%. C'est un effort, c'est une priorisation. Voilà, c'est à mettre en regard de tout ceci. Nous proposons des ressources, d'ailleurs conformément à la lettre de mission du Premier ministre, et donc ceci, elle a encore été travaillée dans les ateliers avec les administrations de l'État, donc des ressources notamment une ressource qui, je sais, peut faire débat, mais qui est de dire à la fin de la dette sociale en 2024, une partie pourrait être utilisée sur le sujet de la perte d'autonomie. Je pourrais revenir dans les questions, mais je rappelle, on sera sans doute à 24 milliards d'euros de disponibles en 2024, donc à la fin de la dette sociale. Alors bien sûr, la perte d'autonomie ne serait qu'une partie. Il y a d'autres finalités possibles, éventuellement continuer à rembourser la dette, éventuellement rendre du pouvoir d'achat aux Français. Enfin, on voit très bien qu'il y a plusieurs utilisations possibles de cette échéance. Tout ceci, de toute façon, est conditionné au fait qu'on respecte des trajectoires de finances publiques correctes. Il ne peut y avoir d'utilisation d'une partie du remboursement de la dette que si la France a commencé suffisamment fort son chemin de désendettement. On voit bien qu'autrement, on risque de dire il faut continuer parce qu'on a besoin de tout cet argent pour désendetter. Donc voilà. Donc ce qu'il faut bien dire, nous ne disons absolument pas qu'il y a des recettes miracles. Nous disons il y a des recettes qui permettent d'asseoir demain de façon pérenne un financement fort du risque en France et qui sécurise nos concitoyens
citoyens sur le fait qu'il y a des ressources derrière ces dépenses et que donc nous pouvons avoir ce chemin de prise en charge collectif de la dépense, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prioriser des dépenses et faire des efforts pour pouvoir consacrer un peu plus d'argent à ce sujet du grand âge. Enfin, sur la gouvernance, nous pensons que, vous savez qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce sujet, beaucoup de critiques sur un système complexe qui est chronophage pour beaucoup d'acteurs. Et pour autant, je vous l'avoue, mais on peut continuer à en discuter, on a déjà discuté avec certains d'entre vous, c'est pas le sujet, c'est pas un des sujets les plus simples avec le financement. Moi, il me semble qu'il faut voir aussi la plus-value qu'apporte chacun des acteurs. Je le disais, la personne âgée, ce n'est pas uniquement un sujet médico-social. La personne âgée doit être prise dans l'ensemble de sa dimension et dans la dimension cadre de vie. Et là, le département nous apparaît tout à fait légitime dans cette prise en charge de la personne âgée, dans son cadre de vie, et nous proposons de renforcer le département dans ce rôle de prise en charge et de soutien à la personne âgée et de prise en compte dans l'ensemble des aspects de la vie. Par ailleurs, j'ai signalé le fait que nous souhaitions simplifier la vie des personnes par une maison des aînés des aidants, et qui est le symbole, mais ça doit être plus qu'un symbole, du rapprochement du sanitaire et du social, du décloisonnement des différentes sphères. Nous proposons que cette maison des aînés des aidants soit copilotée par le département et l'ARS, donc un partenariat sur ce sujet. Sur l'offre médico-sociale elle-même, nous proposons une simplification qui est la fusion des sections soins et dépendance pour les EHPAD. Il nous semble que, dans une grande partie des cas, la gestion de cette nouvelle section, et vu le profil des personnes accueillies en EHPAD, aurait vocation à être réalisée par l'ARS. Pour autant, notre rapport propose que puisse être expérimentée la gestion de cette nouvelle section par des départements. Nous ne sommes pas hostiles à des expérimentations. Je pense aussi qu'il n'y a pas la solution unique. L'idée, c'est de progresser vers l'unicité, vers la simplification, et d'avoir moins de temps chronophage sur la tarification entre plusieurs acteurs et plus de temps pour le soutien à l'autonomie des personnes âgées. C'est ce que nous proposons, et voilà. Alors sans penser à avoir trouvé la pierre philosophale, nous pensons que ça sera un progrès. Voilà. Et donc, voilà les propositions. Vous avez compris que c'est quand même des propositions de grande ampleur qui nous proposent de changer de regard quand même sur le grand âge, de construire une société avec les personnes âgées, pour les personnes âgées, mais avec les personnes âgées, en s'inscrivant dans la lignée de ce qu'écrivait déjà Pierre Laroque en 1962 dans son fameux rapport vieillesse qui disait, tout en évitant de faire naître chez les personnes âgées un sentiment de dépendance, pourra-t-on respecter le besoin qu'ils éprouvent de conserver leur place dans une société normale, d'être mêlés constamment à des adultes et à des enfants. C'est cette société d'autonomie que nous voulons promouvoir. Merci, Monsieur Libaud. Il nous reste 40 minutes. J'ai comme inscrit Monsieur Bonne, Madame Meunier, Madame Bonfanti-Dossat, Monsieur Sol, Madame Imbert, Madame Ferré, Madame Poursopoli, Madame Gréaume, Madame Fournier, Monsieur Brisset et Monsieur Savary dans l'ordre d'inscription. Je vous demanderai donc évidemment de ne poser que vos questions et je passe la parole immédiatement à Monsieur Bonne. Oui, merci, Monsieur le Président. Je me contenterai pas tout à fait de ne poser que les questions. Je voudrais juste quand même dire que, d'abord, féliciter et remercier Monsieur Libaud d'avoir en si peu de temps réussi une concertation aussi large. Et je pense que la plupart de ce qui est proposé ici... Travailler au même exploit. Pardon ? Travailler à faire le même exploit dans vos questions. Voilà. Et je vais essayer. Donc, je trouve que la plupart des propositions, effectivement, sont celles dont on avait parlé déjà dans le rapport de l'an dernier et qui, effectivement, font consensus. Il y a sur le problème du financement que nous avons quelques divergences, et notamment sur l'utilisation de la CRDS. C'est justement sur quelques questions. Vous avez parlé beaucoup de la prévention et je crois qu'il est important effectivement d'insister sur la prévention et notamment dans les propositions que nous faisons, c'est d'utiliser un peu plus l'APA à domicile qui aujourd'hui n'est pas utilisé non pas par refus mais uniquement parce que les personnes, par refus du prescripteur ou du département, mais parce que les personnes le refusent
puisqu'on fait appel à leurs ressources. Et je trouve que c'est dommage, effectivement, de ne pas utiliser cet appel à domicile dans ce cadre-là. Je pense que là, vous avez tout à fait raison et on est tout à fait d'accord, l'ensemble, pour revaloriser les métiers qui tournent autour de la personne dépendante et notamment une attractivité de ces métiers, qu'ils soient à domicile ou en établissement. Et quand vous parlez d'expérimentation à différents endroits, je crois qu'il faut effectivement poursuivre les expérimentations, mais donner aussi beaucoup plus de souplesse localement à ceux qui peuvent proposer des solutions alternatives. Alors, j'ai deux questions, je crois. Oui, deux questions. Sur l'estimation du reste à charge, vous avez retenu le chiffre de 1 850 € par mois, qui est un chiffre médian, et hors intervention de l'ASH. Nous, on estime que le chiffre moyen du reste à charge, il est plutôt près de 490 €, parce qu'on a divisé effectivement la somme totale de 7 milliards d'euros par le nombre de personnes, 1 200 000 personnes, et on arrive à 490 €. Donc, vous nous direz pourquoi vous prenez ce chiffre moyen, médian de 1 850 €. Sur les préconisations en matière de financement de la dépendance, est-ce que vous êtes certain aujourd'hui que la dette sociale, celle qui est pas seulement celle transférée à la CADES, elle sera remboursée en 2024 et que la totalité de la CRDS servira au financement de la dépendance? Voilà les deux questions rapides, Monsieur le Président, merci, monsieur le rapporteur, que je voulais poser, mais je passe après la parole à Madame Meunier. Discussion. Merci Monsieur le Président, Pareil, merci Monsieur Libault de votre rapport. Moi je reviendrai sur la gouvernance et plus particulièrement sur le rôle du Conseil départemental. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous préciser le rôle et la place et la fonction du département dans les compétences tarifaires, et puis nous dire si dans votre travail, votre rapport, vous avez constaté de grandes disparités et de grandes différences entre les départements eux-mêmes. Autre question, autre point sur les modalités actuelles donc, du financement de la PAC qui ne sont pas totalement satisfaisantes. Et donc, quelles sont vos préconisations pour réformer la PAC? Merci, Madame Bonfanti-Dossat. Oui, je salue moi aussi, monsieur, votre travail et le niveau de précision de votre rapport. Ce rapport qui propose des mesures afin d'améliorer la situation des aidants, comme l'indemnisation du congé du proche aidant, négociation bien sûr qu'il faut faire avec les branches professionnelles. Or, je pense que vous savez que le Sénat a formulé des propositions fortes à travers les travaux de notre collègue Jocelyne Guidez et de sa proposition de loi. Mais hélas, ce texte a été substantiellement vidé de son contenu par l'Assemblée nationale et en particulier justement sur l'indemnisation du congé du proche aidant. Donc moi je voulais savoir si les propositions que vous avez formulées permettront de faire progresser les droits des aidants. Merci. Je vous propose qu'on fasse un remerciement global sur la qualité du travail de Monsieur Libault, malgré ce qu'on gagne quelques secondes dans les sujets. Monsieur Sol. Mes chers collègues, au-delà des constats et des enjeux que je partage, en tout cas personnellement, vous semblez dans votre rapport donc affirmer une priorité au maintien à domicile. Est-ce qu'il y a eu une évaluation au plan national sur ce sujet ? Sauf erreur de ma part, moi je n'en ai pas retrouvé. Vous parlez de temps professionnel auprès de la personne âgée en disant qu'il est insuffisant. Certes, mais que faire donc en regard, et surtout au regard de la médicalisation de plus en plus prégnante de ces populations, sur l'attractivité des métiers, les perspectives de carrière quid, parce qu'il n'est pas nouveau aujourd'hui que l'on ait pensé donc à former, si vous voulez, de manière un peu plus spécifiquement le personnel et soignants, mais les infirmières à travers des DU de gériatrie par exemple. Moi j'ai une question sur l'hétérogénéité aussi des tarifs au sein des départements en France, qui varient, vous l'avez dit, de 1 800 €, mais parfois à 3 000 ou 4 500 €, et même plus dans certaines régions. Donner du sens au grand âge, oui, mais comment? Est-ce que vous parlez de l'image et de la représentation de la personne âgée aujourd'hui dans notre société? Quant au mode d'habitat intermédiaire, quid d'une personne âgée ou d'un couple de personnes âgées qui habitent au 8e étage d'un immeuble sans ascenseur? Je voudrais que vous puissiez
puissiez me dire comment faire pour améliorer cet état de fait et enfin piloter par la qualité dans un contexte aujourd'hui où le personnel s'essouffle, autant dans les établissements publics que privés, à exercer, je dirais même, l'essence et le cœur de leur travail. Comment faire de la qualité et de la sécurité des soins dans ce contexte? Je vous remercie. Merci, Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, une question sur la mesure que vous avez évoquée tout à l'heure, qui tend à que vous proposez de diminuer immédiatement de 300 € par mois le reste à charge pour les résidents à revenus moyens qui ne bénéficient pas de l'ASH. Est-ce que vous avez envisagé de moduler, alors a priori non, dans la proposition telle qu'elle est écrite, mais de moduler cette somme en fonction du coût de la prise en charge dans l'établissement? Le coût d'un EHPAD, le coût mensuel n'est pas le même en fonction des départements, des territoires. Est-ce que vous avez envisagé un instant moduler cette prise en charge à hauteur de 300 € au-delà de la modulation en fonction des ressources? Et puis une autre question, parce que vous n'avez pas évoqué ce sujet, me semble-t-il, à la suite de la loi de Madame Touraine, on a vu fleurir un certain nombre de villages seniors dans notre pays qui ne relèvent ni de la compétence de l'ARS ni des départements. Ce ne sont pas des résidences autonomie et pour des raisons, je veux dire, de coût d'investissement et de remplissage, j'allais dire, des villages qui ont accueilli des gens qui étaient déjà en perte d'autonomie, par exemple des personnes qui sont GIR 3. Avec donc du coup un appel au service d'aide à domicile pour intervenir. Alors bien sûr ce mode d'accueil représente le domicile des personnes, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est une dérive par rapport à ce qu'on attend d'une résidence autonomie et par rapport à la qualité de la prise en charge que l'on attend? Est-ce que vous avez étudié ce type de dérive? Je vous remercie. Merci. Madame Ferret. Oui, merci. Je voulais, moi, insister et souligner ce que vous indiquez en introduction de votre rapport, la nécessité d'un nouveau regard sur le grand âge, et c'est véritablement la vision de notre société demain sur laquelle nous devons effectivement travailler. En cela, votre rapport est précieux. Il est précieux et je voulais faire un focus, moi, sur la formation des hommes et des femmes, beaucoup de femmes, de tous ces métiers de service à la personne, aux personnes. Dans la partie constat, vous indiquez la nécessité de revaloriser ces métiers, qu'ils soient exercés à domicile ou en établissement, et des propositions, notamment au travers d'un plan national des métiers du grand âge. Je pense qu'effectivement, si nous voulons, je dirais, avoir ce regard nouveau sur notre société pour mieux prendre en charge, mieux accueillir, mieux intégrer les personnes âgées ou de grand âge dans notre société, qu'elles y trouvent toute notre place, eh bien, ces métiers qui sont aujourd'hui peu reconnus, peu valorisés, parce que ce sont aussi des métiers où les hommes et les femmes sont peu diplômés, où il y a une forte pénibilité, et les métiers de service aux personnes sont je dirais malheureusement aujourd'hui considérés comme métiers à risque, avec un grand nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc il y a toute cette reconnaissance à faire évoluer pour plus d'attractivité. Et ma question, pour être très concrète, plan national des métiers du grand âge, comment associer à cette réflexion et à ce plan les collectivités, je pense en particulier aux régions qui ont compétences en matière de formation et de formation des demandeurs d'emploi, mais aussi à d'autres niveaux sur d'autres métiers, d'autres formations du paramédical et du parasocial. Merci. Madame Apoursopoli. Merci, Monsieur le Président. Merci d'ailleurs pour le travail fourni, monsieur. Donc, en 2017, il y avait donc 1,3 million de personnes en perte d'autonomie. Elles seront 2,2 millions en 2050, avec un nombre important de personnes de plus de 85 ans. Et nous savons que plus les personnes sont âgées, plus elles sont dépendantes. Donc, ne faudrait-il pas travailler, évidemment, comme l'a rappelé une collègue, à l'égalité territoriale pour que l'ensemble des départements soient au même niveau, parce que ça crée ou alors des inégalités territoriales. Nous sommes pour notre part très soucieuses des fermetures de lits de SSR. Et nous voulions donc vous faire deux propositions alternatives. On en a d'autres, mais on n'a pas trop le temps,
pour financer la dépendance, et je souhaiterais connaître donc votre avis. Donc nous proposons la création, comme notre groupe l'a proposé depuis plusieurs années, et notamment par la voix de mon prédécesseur Dominique Watrin, de remplacer la CASA sur les retraités, qui est une contribution injuste, par une CASA sur les revenus des dividendes, que nous appelons CASA ACT, en remplaçant la CASA de 0,3% sur les retraites par une CASA de 2% sur les actionnaires. Nous trouverions 1 milliard d'euros immédiatement. Et une deuxième proposition. Par ailleurs, nous proposons de modifier les cotisations patronales en mettant à contribution les revenus financiers et en modulant le taux selon la politique salariale écologique de l'entreprise. Je vous remercie. Merci. Madame Gréaume, pour un complément. Merci, Monsieur le Président. Sur les services d'aide à domicile, votre rapport préconise d'augmenter le temps passé auprès des personnes âgées à domicile et d'améliorer les carrières et les conditions de travail des personnels. Votre rapport propose notamment d'augmenter les salaires et de créer un tarif unique national sur la base d'une tarification de référence à 21 € et d'une dotation forfaitaire équivalente en moyenne à 3 € par heure de prestation. Pour notre part, nous sommes favorables à l'instauration d'un tarif unique national de référence pour tirer vers le haut les tarifs pratiqués actuellement par les départements. Actuellement, 98% des aides à domicile sont des femmes, dont près de la moitié déclarent un revenu mensuel inférieur à 900 €. C'est donc un métier extrêmement précaire et physiquement très fatigant. Pour notre part, nous considérons que 21 € va certes vers le mieux, mais c'est largement insuffisant. Nous estimons que le tarif unique national de référence devrait se situer en réalité autour de 25 € et être modulé selon les politiques des départements, puisque les tarifs varient de 18 à 26 €. Qu'en pensez-vous? Merci. Merci. C'est des questions de plus en plus complexes. Madame Fournier. Oui, merci Monsieur le Président et merci globalement, je serai très brève. Donc j'aurais deux questions. C'est vrai que dans votre rapport, vous faites émerger le fait qu'il y a une aspiration globale, effectivement, de vivre sa vie dans un certain chez soi. Donc je voudrais vous prendre simplement un exemple. Parce que je pense que, vous savez, les propositions ne doivent pas masquer en soi une certaine réalité. Je vais vous parler des dispositifs médicaux à domicile. Vous avez le Comité économique des produits de santé, le CEPS, qui vient de mettre en place un plan d'économie de 150 millions d'euros. Le décret vient de paraître, il est en application ici au mois de mai prochain. Et dans le cadre de ces 150 millions d'euros, il y a 95 millions d'euros qui concernent l'incontinence, qui concernent la perfusion et qui concernent les lits médicaux. Vous imaginez 95 millions d'euros. Est-ce que vous ne pensez pas que pour ce public dont il est question aujourd'hui, ce public fragile, ça n'est pas les amputer d'une certaine forme de maintien à domicile? Première chose. Deuxième chose, c'est vrai qu'on parle de la fragilité de ce public. Je vous dis une chose, et on a eu l'occasion de l'aborder largement ici au Sénat, ce public dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle les retraités, monsieur. D'accord? Donc, quand nous, Sénat, nous nous sommes positionnés pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de CSG, et qui est une indexation de leur rente sur le coût de la vie, voyez-vous, c'était simplement pour leur permettre, je pense, simplement de leur laisser une forme de dignité. Parce que ne pensez-vous pas, et ce sera ma deuxième question, que leur laisser une part d'autonomie, c'est aussi leur laisser la dignité de gérer leur budget. Voilà, merci. Merci. Monsieur Gréaume, Monsieur Libaud n'étant évidemment que le rapporteur et pas le ministre concerné par la CSG. Monsieur le Président du Haut Conseil du Oui, financement de la sécurité. Je sais bien, oui. Monsieur Morisset. Monsieur le Président, merci pour le constat et le diagnostic, Monsieur le Président, mais vous savez, le constat et le diagnostic, on l'a déjà fait dans nos départements depuis 15 ans. On avait les mêmes réflexions il y a 15 ans avec les ministres successifs lorsqu'ils faisaient des grands colloques. Merci pour vos propositions. Il y en a deux qui m'ont marqué. C'est celle où vous estimez qu'il faut augmenter de 25% l'encadrement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais
Vous savez très bien que les départements aujourd'hui, dans leurs priorités, ils ont quelques soucis à répondre à tous les besoins. Et entre autres, lorsqu'on fait une augmentation du prix tarifaire dans nos maisons de retraite de 0,3% ou de 0,4%, c'est difficile ensuite de prévoir des augmentations de personnel, d'animation et tout ce qui tourne autour de la personne âgée. Ça, c'est ma première réflexion. La deuxième réflexion, vous avez parlé de nécessité de réhabiliter, de rénover. On est tous conscients depuis 15 ou 20 ans. Mais nos partenaires nous ont abandonnés. La Caisse nationale, la CNSA, au début, on avait des programmes importants de rénovation. Et on récupère plus grand-chose dans nos départements ruraux. Ça, c'est ma deuxième réflexion. Donc, ce serait très bien que vous nous disiez comment la CNSA voit le partenariat avec les départements. Et ma conclusion, je suis d'accord avec vous qu'il faut donner aux départements plus de marge de manœuvre. Mais il y a un mot qui m'agace, Monsieur le Président, c'est le copilotage. Vous avez évité encore parler de copilotage avec la... On ne veut plus entendre parler de copilotage dans nos départements. J'ai vécu, moi, en tant que président, du copilotage, ça prend beaucoup de temps. Il faut clarifier, je pense, on est à l'époque, on peut le faire, la responsabilité, effectivement, du suivi et du management, de la gestion des EHPAD, de tout ce qui tourne autour de la personne âgée dans nos départements. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, dans le cadre de la décentralisation. Quelle est votre position là-dessus? Parce qu'on a une ARS, nous, qui recoupe 13 départements. Les ARS sont plus crédibles dans nos départements ruraux, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Savary. Oui, est-ce que vous ne craignez pas que l'État vous lâche en race campagne, Monsieur le Président, en ce qui concerne le financement? Parce que je vois que vous faites appel à la CRDS. On a déjà entendu certains membres du gouvernement qui avaient des bonnes idées en ce qui concerne son affectation à partir de 2024. Vous parlez d'excédent de la sécurité sociale, il y en a déjà plus puisqu'il y a eu le plan de 10 milliards. Vous parlez de l'indexation, la non-indexation des pensions prévues pour 2020. C'est intéressant puisqu'on entend les ministres qui nous disent déjà bon, on ne va pas l'appliquer, cette non-indexation, donc ça fait encore quelques milliards en moins. Vous tapez dans le fonds de réserve des retraites en attendant, c'est pour l'équilibre des retraites et pas de la dépendance. Et l'on entend, me semble-t-il, une cacophonie sur le plan national où on parle de travailler un peu plus longtemps en ce qui concerne les personnes âgées pour payer la dépendance. Donc ça ne va pas en adéquation avec votre proposition. Qu'en est-il de la réalité de votre plan de financement? Merci, Madame. Pour terminer, Madame Grellet-Certenay. Merci. Oui, donc vous parlez, Monsieur Libaud, dans votre rapport du plan de rénovation des EHPAD avec de nouvelles offres. Donc vous avez également évoqué des petites unités de vie et donc qui, à mon avis, effectivement, sont des structures beaucoup plus humaines et qui favorisent, alors s'il est possible que ces petites unités de vie restent implantées dans les communes et les territoires un peu plus ruraux, dirons-nous. En tout cas, ces petites structures me semblent favorables à maintenir l'emploi local, donc l'économie, l'attractivité des zones qui sont déjà bien mal desservies. Pour autant, aujourd'hui, on nous rétorque sur nos départements qu'un établissement doit offrir minimum 80 places, au jour d'aujourd'hui, pour être économiquement viable. Donc, j'ai le cas notamment sur mon département, dans la Sarthe, d'un site qui repose sur 4 EHPAD, dont un qui va fermer, et donc ils vont regrouper pour recréer une grosse structure de 80 lits, etc. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que ça me semblait un petit peu contradictoire. Deuxième chose, vous privilégiez effectivement le maintien à domicile. Je rebondissais un petit peu sur ce que disait Madame Fournier. La maltraitance à domicile existe aussi. C'est le retour que j'ai eu quelquefois de familles, etc. Donc, comment les moyens de ce suivi à domicile seront-ils maintenus? Est-ce que les éventuelles économies faites sur les EHPAD seront reportées totalement sur ces moyens qui seraient transposés donc sur ce suivi? Est-ce qu'il y a une garantie pour que ce suivi à domicile soit véritablement de grande qualité? Et puis vous nous parlez d'expérimentation, donc éventuellement, est-ce qu'il serait possible de les citer, d'en connaître quelques-unes pour qu'on puisse aller creuser un petit peu? Merci. Bien, merci. Deux petites observations. Monsieur Libaud doit nous quitter à 45 puisqu'il a rendez-vous à l'Élysée. Et nous devons être en séance à 15h. Donc ce que je propose à M. Libaud, c'est peut-être de répondre aux questions des rapporteurs, et pour ce qui concerne les autres questions, d'y répondre par écrit.
À moins que... Il ne veut pas répondre par écrit. Non, mais je vais essayer de faire, mais je vais faire court effectivement, et je pourrais compléter effectivement. Je suis désolé pour celles et ceux pour lesquels je ne répondrai pas complètement, mais merci beaucoup d'abord de vos questions et puis des convergences que j'ai notées quand même très fortement par rapport à la fois au constat et aux orientations. Et donc je reprends quelques questions. Moi, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut plus de souplesse demain pour favoriser des dynamiques sur les territoires avec des innovations, et que voilà, c'est un domaine dans lequel aussi l'innovation est très très importante. Ensuite, en revanche, il faut aussi mutualiser les bonnes pratiques. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a des innovations très intéressantes et qui sont inconnues presque à 30 km et tout ça. Donc je pense qu'il y aura un rôle demain des départements, des ARS, de la CNSA, de diffuser les bonnes pratiques. De aussi comment effectivement on encourage l'innovation, comment on diffuse les bonnes pratiques, ça me semble évidemment extrêmement important. Le rôle du conseil départemental, j'ai été réinterrogé, je redis, mais certains d'entre vous l'ont dit, donc son importance dans le cadre, sur le sujet du cadre de vie, on propose une conférence départementale du grand âge qui donc entraîne à la conférence de financement des préventeurs. Alors, oui, c'est moins de copilotage, je suis d'accord, moins de copilotage, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du partenariat. Je crois que, je ne suis désolé, mais je n'ai pas réussi à trouver sur ce sujet du grand âge, où si j'ai une conviction, c'est quand même qu'il faut décloisonner et que la bonne réponse à la personne âgée est à la fois sanitaire et sociale. On a quand même des autorités plutôt sanitaires, des autorités plutôt sociales. Il y a bien des endroits où il faut que ça se rencontre à un moment donné. Alors, tout en laissant effectivement plus de simplification dans le pilotage là où il faut. Donc, c'est moins de temps chronophage, mais du vrai partenariat stratégique. C'est là-dessus qu'on essaye de construire quelque chose. En travaillant sur les disparités, parce que certains l'ont signalé, je ne l'avais pas signalé, mais vous avez raison, nous ont été beaucoup signalés, effectivement, les disparités aussi, qui existent, et donc oui, un barème national qu'on propose sur donc la tarification du domicile, sans doute plus de remontées aussi exploitées par la CNSA, avec une question de système d'information qu'il faut bâtir aussi, pour savoir exactement ce qui se passe et pouvoir travailler à l'homogénéité des réponses données aux personnes âgées. Quand je dis aussi maison des aînés, des aidants dans tous les départements, c'est aussi, il faut sortir des expérimentations où là, il y a des choses très bien, à côté, il n'y a plus rien. On va à une certaine forme d'homogénéisation. Il y a, à un moment donné, des expérimentations, il faut aussi que ça débouche sur ce que j'appelle le droit commun de la réponse et du parcours. Et donc, c'est une façon aussi de lutter contre ces inégalités. Sur la rénovation, une question a été posée, on essaye de donner les moyens de cette rénovation puisqu'on propose des sommes importantes sur ce sujet de la rénovation des EHPAD, donc 3 milliards, et c'est aussi une façon de lutter contre des restes à charge trop élevés, parce que pourquoi quelquefois les restes à charge sont élevés, bon, et c'est évidemment le cas dans le secteur privé, c'est parce que le coût de la rénovation, on se retrouve dans le coût de l'hébergement. Donc si on veut des restes à charge qui soient qui sont déjà élevés et qui pour autant soient accessibles à une grande partie de la population, il est important que le coût de la rénovation ne vienne pas affecter la partie hébergement qui est demandée aux ménages. Sur la qualité et la sécurité des soins à domicile en établissement, vous avez posé des questions. Comment progresser? Bon, c'est un grand sujet, là il y a beaucoup de propositions. Je rappelle aussi le rôle de l'HS qui va certifier demain les établissements comme elle le fait sur les hôpitaux. Et je crois que le rôle de l'HS dans la certification des hôpitaux a permis de faire progresser la qualité et la sécurité des soins dans l'hôpital. Donc je pense que là, le rôle de l'HS peut être important, mais je ne saurais trop insister sur les questions de formation de l'ensemble des personnels, de coordination. Vous parliez du domicile, et de la maltraitance à domicile. Un des risques, c'est quand la personne intervenante est vraiment toute seule sans contrôle autour d'elle. Voilà. Et plus vous permettrez, et c'est aussi l'idée de responsabilité de vie, plus il y a quand même des échelons au-delà de la personne qui intervient directement et qui, en 90%, fait très bien son travail, mais il peut y avoir, encore une fois, des sujets. Il faut effectivement une forme de contrôle et tout ça, que ça soit à domicile ou en établissement. Votre question était très pertinente sur établissement taille ou unité de vie. Pour moi, ce n'est pas incompatible, au contraire. Moi, je vois des établissements même de 120 lits, mais qui sont organisés avec des petites unités de vie. Et à ce moment-là, on retrouve effectivement une dimension humaine au sein de l'établissement, un cadre de proximité, et on peut avoir la dimension économique avec des établissements assez important et néanmoins une dimension très humaine et une prise en charge qui est contrôlée par un cadre de qualité auprès des soignants. Ils appellent ça gouvernance souvent.
Ça prend divers noms. Voilà quelques éléments. J'en ai certainement énormément oublié, mais effectivement, je répondrai par écrit si vous le voulez bien. Sur les 300 € en moins, non, on n'a pas imaginé la modulation en fonction des coûts. On a effectivement travaillé sur une baisse pour l'ensemble des intéressés. L'important, nous semblant, de maintenir en revanche sur l'ensemble du territoire de façon accessible une offre à coût raisonnable, si j'ose dire, qui est déjà élevé, mais à coût raisonnable, pour que les gens puissent vraiment avoir le choix et ne pas être mis trop à contribution, eux ou leur famille. Sur les villages seniors, je n'ai pas mené d'expertise très honnêtement sur les villages seniors. Je le dirais aussi en conclusion, ce rapport, c'est un point de départ, c'est une rampe de lancement. Je suis très conscient qu'on n'a pas vu tous les sujets et je souhaite qu'il puisse être le creuset de nouvelles prises en charge du grand âge. La réflexion va continuer et voilà. Et merci d'en être les acteurs et de porter tous ensemble cette nouvelle vision pour demain. En tout cas, voilà, c'est ça qui me semble important. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Et voilà pour cette audition de Dominique Libaud qui a présenté aux sénateurs son rapport pour financer la protection contre la dépendance. Il propose notamment d'augmenter d'1 tiers le budget du secteur de la dépendance et de baisser de 300 € le reste à charge pour loger en résidence une personne âgée. Ce rapport propose aussi de recruter 80 000 postes supplémentaires dans les EHPAD d'ici à 2024. Notez que le Sénat a fait aussi ses propositions pour faire face aux défis de la dépendance. Plutôt que de créer un impôt supplémentaire, les sénateurs estiment qu'il faut créer une assurance obligatoire de 12 € par mois pour chaque Français. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.